Cela fait bientôt 10 ans que je gère 1000 repas quotidiens sur mes cantines, et je peux vous dire que c'est loin d'être évident. Le respect de la réglementation, les contrôles sanitaires, la surveillance des enfants, la confection des repas, et en plus tout le monde a son mot à dire, et il y a de plus en plus de demandes. Les parents d'élèves et les enfants veulent plus de qualité, de goût, des produits bio, locaux et de saison. C'est meilleur pour la santé et ça protège l'environnement. Mais cela fait beaucoup de choses en même temps. On me demande aussi de réduire le gaspillage. Il paraît que ça fait faire des économies et du coup ça nous permettrait peut-être d'acheter de meilleurs produits. Et nos élus souhaitent en plus que l'on travaille avec les agriculteurs locaux pour conserver des espaces agricoles près de chez nous. Bon, c'est vrai, c'est important parce qu'en 10 ans, j'ai vu disparaître pas moins de 5 exploitations sur ma commune. Bref, plein de bonnes idées et des raisons de se lancer. Mais comment faire ? Par quoi commencer ? Je me sens complètement perdu, moi, avec tous ces objectifs qui, en plus, ne dépendent pas que de mon service. Donc la première étape est d'identifier des leviers financiers pour acheter des produits de meilleure qualité. Pour cela, lutter contre le gaspillage alimentaire est une étape indispensable à mener. C'est aussi une étape qui va mobiliser toutes les équipes, à la fois les enfants, l'équipe de cuisine, le personnel de service, les animateurs, mais aussi les enseignants. Le coût du gaspillage alimentaire pour une école servant 300 repas par jour est estimé à environ 13 000 € par an, soit 27 centimes d'euros par repas. Quand on sait qu'un repas coûte environ 2 € en denrées brutes, il ne faut plus hésiter, il faut agir et mettre en place des actions. Donc nous, à la commune de L'Isle-sur-Sorgue, nous avons créé nos propres gâchis-pains. Les enfants qui gaspillent le pain le mettent dans une colonne pendant toute une semaine. Nous avons un système de scratch avec des flèches où ils peuvent voir le niveau du pain. Et la semaine qui suit, ils mettent dans l'autre bac, l'autre colonne. Ainsi, ils peuvent voir combien de pain ils ont gaspillé. C'est assez visuel, c'est assez parlant pour les enfants. Donc c'est parti de l'idée que les enfants choisiraient la ration désirée à la cantine et ensuite réfléchir aux modalités de peser, de prise en compte de ce qui est gaspillé et qui réalisent que c'est important d'anticiper les besoins afin de limiter le gaspillage et ensuite que ce projet soit impacté sur toutes les écoles de la commune, voire la communauté de communes. Le matin, nous arrivons et pour l'entrée, le plat, l'accompagnement, le fromage et le dessert, nous devons choisir notre dose. Le grand cercle, c'est pour beaucoup. Le moyen, c'est pour un petit peu. Et le petit point, c'est pour vraiment un tout petit peu. Et les V, c'est pour dire oui, je prends du dessert et du fromage. Et une croix, c'est pour dire non, je ne prends pas de dessert ou non, je ne prends pas de fromage. Là, c'est les tables, c'est toutes les tables. Et le travers, c'est la table pilote. Depuis novembre, pour l'ensemble des tables et déchets sont pesés. La table pilote, on a commencé en février pour montrer que voilà, quand les élèves ont la possibilité de choisir la quantité, on voit quand même qu'il y a un gros écart de production de déchets. Il n'existe pas d'autre moyen de faire des économies en cuisine ? Oui, on peut aussi rationaliser notre budget en cuisinant plus de produits frais, plus de protéines végétales, des légumineuses, des céréales et moins de protéines animales. Des portions aussi plus adaptées aux besoins des enfants. Les cuisiniers seront vraiment moteurs dans cette action. Voilà, on a vu aujourd'hui en cuisine pédagogique comment combiner des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses, bio, locales, au maximum. Une cuisine bio et locale, c'est une cuisine à base de produits frais, de saison. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que la cuisine bio et locale est une cuisine complètement accessible par tous, en commençant par les produits de base, toujours. Des produits courants, connus des équipes de cuisine, du boulgour, du riz long blanc étuvé, du couscous, des pâtes, comment ça se combine entre elles, comment on peut les intégrer avec des pourcentages, comment cacher les légumes, que les enfants boudent de plus en plus, comment intégrer les légumineuses avec les céréales, comment remettre la viande à sa place, c'est-à-dire en la complétant avec des protéines végétales, de manière subtile et toujours goûteuse. Le filtre restauration collective est nécessaire puisque ça va être le catalyseur sur lequel on va se concentrer pour que ce qu'on va apprendre en cuisine devienne réaliste pour 500, 800, 2000. Il y a une biodiversité insoupçonnée sur nos territoires, en bio, en local. L'idée d'une formation sur la cuisine bio et locale, c'est de leur montrer la biodiversité que tout le monde est à même de mettre dans son assiette. Pour ça, on a besoin de cuisine pédagogique, mais aussi on a besoin de vous, élus, on a besoin de vous, magasiniers, on a besoin de vous, gestionnaires. Ici en cuisine, les cuisiniers,
On ne peut pas tout faire. Donc on compte sur vous. Bon d'accord, mais ce n'est pas pour autant que les enfants vont manger la totalité de leur assiette. Sensibiliser, c'est déjà faire en sorte que les personnes changent de comportement. On parle de déchets, d'économie circulaire, on parle d'agriculture biologique, de santé, on parle d'éco-citoyenneté, de consommation, on parle de territorialité, de saisonnalité. Comment être accompagné ? Donc on peut avoir son service en interne qui peut trouver les outils qui puissent être téléchargeables sur internet ou acheter des outils. On a par exemple la mallette sur les légumineuses de Epicurium. On a l'exposition de F&E PACA sur l'alimentation et l'équilibre alimentaire. Ou encore Stop au gâchis. Mais on peut également être accompagné par des structures de votre territoire. Donc, les premières étapes à mener sont lutter contre le gaspillage, adapter les menus, plus de produits frais, de saison, locaux, bio et moins de protéines animales, former les cuisiniers pour leur redonner le goût de leur métier, éduquer les enfants au goût, à une alimentation saine de façon ludique. Mais pour l'approvisionnement, on me dit d'acheter local. Ok. Mais je dois respecter la réglementation, donc je passe par un marché public. Comment je le rédige si je veux que les producteurs locaux y répondent ? Alors, c'est clair, on ne peut pas faire d'achat local direct dans les marchés publics, mais ça ne doit pas être un frein. Aujourd'hui, on peut et on dispose d'outils juridiques, pratiques, en matière d'achat public et de marché public pour favoriser le développement durable, faire attention à la qualité des produits, faire attention effectivement aux producteurs locaux, régionaux. Le circuit court, par exemple, peut être utilisé. La qualité des produits, l'allotissement, bien découper son marché. Tout cela, tous ces outils font en sorte effectivement de rapprocher le consommateur final des producteurs locaux et régionaux pour avoir une meilleure qualité des produits dans votre assiette. Notre projet, c'était de servir une alimentation de qualité, d'apprendre aux convives la saisonnalité, de permettre aux agriculteurs locaux de vivre décemment de leur travail, mais aussi de réduire les distances entre les lieux de production et de consommation, sanctuariser également les terres agricoles dans notre région. Tout cela devait prendre forme dans notre acte d'achat public de marché de fruits et légumes frais. C'est imposé à nous l'idée de faire un marché de fruits et légumes dédiés. Le sourcing nous a permis de connaître les groupements de producteurs et les interroger sur leur capacité à répondre à notre besoin. Nous avons inclus dans ce marché des critères de sélection tels que la sensibilisation des convives. Ce critère permet aux seules entreprises locales d'apporter une réponse pour la visite des exploitations. On va montrer aux enfants comment la fleur est pollinisée pour arriver à la fraise qu'ils vont manger après. Bon, voilà, là on y est en plein, quoi. Là on réussit. La valorisation des circuits courts a écarté les grossistes et a ciblé les producteurs et leurs groupements. Le candidat retenu, Localise, propose des produits de qualité. Il représente le seul intermédiaire entre les producteurs et la collectivité. On va chercher les produits chez les producteurs. On va sélectionner les producteurs par rapport à la qualité de prestation et la qualité de production qu'ils réalisent. Et ensuite, on prépare les produits pour les collectivités que l'on amène directement au niveau des cuisines centrales ou des restaurants. Attendez, je ne peux pas prendre le risque que personne ne réponde à mon marché. Comment connaître l'offre locale ? Comment être sûr qu'elle sera adaptée à mon besoin ? L'offre locale existe, des outils de mise en relation directe entre acheteurs et fournisseurs locaux existent en région PACA. Par exemple, l'outil AgriLocal, qui est une plateforme web qui a été développée initialement dans le Vaucluse et maintenant qui se déploie dans les Bouches-du-Rhône et qui permet notamment donc une relation directe tout en étant conforme à la réglementation des marchés publics. Par contre, la livraison est assurée par les producteurs. 6 plateformes physiques de producteurs ont été aussi mis en place à l'échelle de la région PACA. On peut citer également le réseau Régal dans les Alpes de Haute-Provence et certains points de vente collectifs qui sont impliqués aussi dans l'approvisionnement de la restauration collective. Donc le département gère cette plateforme pour d'abord ses collèges, pour qu'ils aient un comportement exemplaire sur l'achat local. C'est une plateforme qui vous permet, vous, acheteurs publics, de passer une consultation, donc un marché public, considéré comme un MAPA, auprès des agriculteurs et donc sur un besoin particulier, alors des carottes, des pommes, des tomates, voilà. Et les agriculteurs reçoivent un texto et un mail pour être au courant de cette consultation et peuvent répondre avec un prix et des commentaires
sur le produit. Le chef de cuisine revient ensuite sur le site, une fois que la consultation est fermée, et fait son choix. Donc l'approvisionnement local c'est possible à condition de bien connaître l'offre locale, de bien définir son besoin et de se fixer des objectifs progressifs. Je suis responsable de la sécurité sanitaire des repas servis, moi. Si je m'approvisionne directement auprès de producteurs locaux, y aura-t-il de nouvelles règles à respecter ? Comme tout autre fournisseur, il va falloir que vous assuriez de la qualité de ce dernier. Le premier cas, vous êtes une cuisine sur place, c'est-à-dire que vous fabriquez des repas qui sont exclusivement consommés sur place. Deuxième cas, vous êtes une cuisine sur place, mais vous livrez une partie de votre production à l'extérieur. Et troisième cas de figure, vous êtes une cuisine centrale, donc vous avez un niveau d'agrément de niveau communautaire. Ce niveau d'agrément sanitaire va donc conditionner vos relations avec vos fournisseurs. Un premier cas de figure, vous avez affaire à des producteurs qui vous livrent des végétaux bruts, fruits et légumes. Ces producteurs n'ont pas d'agrément à avoir pour vous livrer, quel que soit le type de cuisine. Vous travaillez avec des producteurs de denrées animales ou de denrées à base de produits animaux. Vous êtes en cuisine sur place, vous êtes en cuisine en dérogation d'agrément sanitaire, vous devez travailler avec un producteur qui est en dérogation d'agrément sanitaire. Vous êtes une cuisine centrale, donc agréée avec un agrément de niveau communautaire, vous devez travailler avec un producteur qui a un agrément de niveau communautaire. Pour évaluer votre producteur, il y a 4 grandes questions à se poser. La première question, votre producteur est-il correctement enregistré? A-t-il correctement enregistré son activité? La deuxième question, quel est le statut sanitaire de mon producteur et est-il en capacité de me livrer? Troisième question, le producteur maîtrise-t-il la qualité sanitaire de ses produits? Et dernière question, le producteur a-t-il mis en place un système de traçabilité? Au niveau de l'étiquetage, le numéro de la dispense d'agrément, on a le numéro de l'animal, la date, le numéro de notre élevage. Donc il y a vraiment une transparence. Et nous, en plus, au niveau des cantines scolaires, je leur donne la photocopie de la carte de la vache. Donc en fait, au niveau traçabilité, ils savent exactement ce qu'il y a dans l'assiette, quoi. Voilà. Ah mais ça, c'est primordial. Ah, finalement, ce n'est pas si compliqué. Identifier les normes sanitaires. Une cantine agréée doit se fournir auprès d'un producteur agréé, et puis bien connaître les spécificités filière par filière. Mais du coup, est-ce que ma commune ne pourrait pas favoriser le développement de l'offre de produits locaux disponibles pour les cantines en agissant sur le développement agricole du territoire? La région fait face à un contexte un peu particulier et de diminution importante à la fois du nombre d'exploitations agricoles, près de moins de 25% sur les 10 dernières années, et une baisse importante aussi de la surface agricole utile, autour de moins 12% sur les 10 dernières années également. L'enjeu de la préservation des espaces agricoles est important, on le voit en termes d'emploi et de production agricole, mais aussi un enjeu important en termes de gestion des risques, que ce soit inondation, risque incendie, ou du lien social qu'il y a entre le territoire et les habitants, et notamment les néo-ruraux. Dans ce contexte, les communes et les intercommunalités ont à leur disposition un panel d'outils à la fois juridiques et réglementaires importants, à la fois pour défendre les espaces agricoles, donc l'aspect préservation, ou aller sur une politique beaucoup plus offensive de mobilisation du foncier. L'enjeu sur le foncier agricole, qui était une problématique et une prérogative uniquement agricole, est devenu un enjeu pour l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient collectivités ou aussi bien société civile, et on l'a vu au travers du mouvement Terre de Liens qui s'est structuré au début des années 2000. Terre de Liens, qui est un mouvement citoyen, a été constitué pour sensibiliser la société civile à cette nécessité de protéger le foncier agricole qui est largement menacé. Terre de Liens met en avant l'agriculture biologique. Donc, mouvement citoyen qui protège le foncier agricole pour une production selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et il y a une autre possibilité également qui est offerte par Terre de Liens aux citoyens, c'est de s'engager financièrement s'ils souhaitent participer à des opérations de protection du foncier agricole. C'est-à-dire que Terre de Liens a mis en place une structure financière
et qui s'appelle la foncière terre de liens, donc qui offre les mêmes garanties qu'une banque. Le capital qui est constitué va être utilisé pour acquérir du foncier agricole. Là, on donne une garantie du maintien dans une vocation agricole de la terre qui est acquise par la foncière terre de liens. Et comment cela se passe concrètement dans notre région ? Est-ce que des projets existent ? Des expériences réussies sur lesquelles je pourrais m'appuyer ? Donc là-dessus, nous, on a un rôle d'animateur sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on essaie à la fois de repérer des collectivités qui ont une volonté de préserver leur foncier et on met autour de la table l'ensemble des opérateurs sur cette question foncière pour, sur ces collectivités, trouver des solutions, mettre en place des projets. Chaque site est un peu particulier. Donc par exemple sur Gargas, on a accompagné la commune pour installer des agriculteurs sur une ferme communale et réhabiliter un ancien corps de ferme. Sur le Rispuget, on est en train de travailler sur une zone agricole protégée, mais avec aussi toute une batterie de mobilisation d'outils fonciers. On travaille également avec Terre de Liens sur l'installation d'agriculteurs. Eh bien, pour manger local, il faut des producteurs locaux. À Loris, nous avons 12 agriculteurs qui n'ont pas assez de terre. Il y a de la terre inculte, il y a des friches. Et comme il y a beaucoup de parcelles à Loris, dans notre plaine, on a plus de 2000 parcelles qui font le quart d'un hectare. Donc, on cherche des solutions pour regrouper les parcelles, pour les offrir à nos jeunes agriculteurs qui sont pleins de bonne volonté, qui travaillent le bio et le local. Donc nous au départ on s'est installé ici parce que le parc du Luberon proposait ce secteur pour réouverture des sentiers, des crêtes à un berger. C'est une convention de pâturage. On cherchait vraiment un endroit où on pouvait travailler en système pastoral. Et sur un territoire plus important ? Parce que seule, ma commune ne pourra sans doute pas nourrir tous ses habitants. En termes d'alimentation, il y a une attente citoyenne qui est très forte aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en produits locaux, la consommation de produits locaux. Sauf qu'entre un objectif qui est partagé par des citoyens, par des élus, par des collectivités et une réalité mise en pratique, il y a un écart que les projets alimentaires territoriaux ont l'ambition de réduire en créant un outil qui permet une concertation et un espace de réflexion entre des acteurs qui d'habitude ne se rencontrent pas, qui fonctionnent de façon très sectorielle. Donc dans un projet alimentaire territorial, l'échelle est souvent l'intercommunalité ou le parc naturel régional ou le département. Il peut y avoir des échelles diverses selon les territoires. Dans un projet alimentaire territorial se réunissent des agriculteurs, des distributeurs, des transformateurs, des plateformes d'approvisionnement, des restaurateurs, des associations aussi, des citoyens, des élus, des collectivités. Donc ça réunit tout un panel de personnes qui travaillent sur cette chaîne de l'alimentation et l'alimentation, j'allais dire, du champ à l'assiette. Donc c'est très varié et on n'est pas sur un seul sujet. Et donc c'est le grand objectif du projet alimentaire territorial, c'est de créer des passerelles, des synergies et pour rendre cohérent une politique de l'alimentation sur un territoire. La toute jeune métropole s'engage dans l'élaboration d'un projet alimentaire territorial en copilotage avec le syndicat mixte du Pays d'Arles. Dont le premier enjeu, c'est un enjeu économique puisqu'on a 5000 exploitations déjà installées sur le département. Ça représente à peu près 18 000 emplois. Ensuite, il y a un enjeu nutrition santé, puisque l'objectif, c'est d'accéder à des produits locaux de qualité, c'est-à-dire de relocaliser la consommation. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu aménagement, en se posant la question à chaque fois de savoir comment les gens vont pouvoir se nourrir. Et enfin, un enjeu environnemental très fort, la question de la préservation de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité. Donc, pour préserver les terres agricoles, ma commune pourra s'appuyer sur les outils d'urbanisme, SCOT ou PLU, mais aussi par exemple définir une zone agricole protégée. Elle peut aller encore plus loin en achetant du foncier pour installer de nouveaux agriculteurs. Et puis, je vais aussi partager avec mes élus l'idée du projet alimentaire territorial, un projet fédérateur pour répondre tous ensemble à ces enjeux majeurs. Vous pourriez me donner une liste de partenaires à contacter ? Eh bien
merci. Avec tout ça, je vais pouvoir démarrer mon projet de restauration collective durable. Ici sur le territoire, on est capable de produire une alimentation, des produits alimentaires variés, de qualité. Et l'idée a été de valoriser ces produits en contactant les cantines et les cuisiniers et les parents d'élèves, parce qu'ils sont partenaires aussi, et les communes, de manière à essayer de mettre tout ça en relation dans l'objectif de manger sain, manger local et participer au maintien de l'agriculture paysanne sur le territoire. Que la cuisine soit faite sur place avec des produits de saison et locaux. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est la garantie d'avoir des bons, une bonne assiette. Ce qu'on mange, c'est ce qui nous sert de matériau de base de construction en fait de notre corps. Et ce qui se vend n'est pas forcément bon pour la santé. Et ça, c'est super important de leur faire prendre conscience parce que eux, ils en restent un peu au goût. Souvent dans les magasins, ils vendent les tomates plus chères quand elles sont bien rondes, toutes rouges. Et t'aimes pas trop manger les petites tomates toutes écrabouillées avec des bosses. Alors que c'est mieux les trucs avec les tomates avec les bosses que les tomates trop chères. Que les tomates bien rondes parce qu'il y a plein de produits chimiques dessus. Que ton aliment soit ton médicament, ça commence par là, quoi. Si les enfants peuvent manger des légumes cueillis le jour ou la veille, remplis de sels minéraux et de vitamines. Sans pesticides, ça peut être que bon pour leur développement à tout niveau. Donc on fournit les saucisses et les merguez pure brebis de l'élevage de Loris et également du miel. C'est plus que finalement une filière pour nous, c'est vraiment un engagement à lequel on s'investit pleinement. Ça leur donne le goût du bon produit. On est juste là pour vivre de notre métier, juste valoriser notre produit au juste prix, mangeons moins de viande, mais mangeons de la qualité. Il faut manger ici et maintenant les produits de saison. C'est important que les enfants d'ici voient d'où vient ce qu'il y a dans leur assiette, quoi. Ce qui existe à côté de chez eux. Pour la restauration collective, moi je pense qu'on pourrait même installer une ferme maraîchère que pour la restauration collective.